Bonjour et bienvenue au Café Tricot. Dans cet épisode, j'accueille Caroline, alias Morissette. Nous allons parler d'elle, de sa marque de patron, mais également de création, design et technique tricot. On va parler avec elle de tout ça dans cet épisode. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Sans transition, voici donc ma conversation avec Morissette. Bon, eh bien bienvenue Caroline au Café Tricot. Merci. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter aux triconautes qui peut-être ne te connaîtraient pas? Oui. Alors, donc je m'appelle Caroline, je suis designer tricot pour la marque Morissette C que j'ai créée il y a à peu près 3 ans maintenant. Et voilà, donc Morissette C, c'est un peu un cheminement personnel où, à un moment donné, dans ma carrière à moi professionnelle avant le tricot, ça me correspondait plus forcément totalement. En fait, j'ai fait des études de droit et de finance. J'ai commencé à travailler dedans et puis je me suis toujours dit, depuis le départ et depuis que je suis enfant, que j'aurais voulu faire quelque chose de plus créatif. Donc voilà, donc ça a toujours été quelque chose qui me trottait dans la tête et à un moment donné, je pense que j'avais envie de tester et de voir si j'étais capable de faire quelque chose autour de tout ça et donc je me suis arrêtée, pendant plus d'1 an. Je me suis arrêtée de travailler donc dans mon domaine, où j'ai fait des études pendant plus d'1 an et donc j'ai créé Morissette. Ça m'a permis de poser un peu toutes les bases, faire des collaborations, commencer à voir les personnes avec qui je pouvais travailler dès le départ, à mettre en place un espèce de roulement parce que les créations finalement ça prend énormément de temps. Donc Oui. si tu veux faire des créations pour l'hiver, il faut quand même t'y prendre, à l'avance pour pouvoir faire des tests, pouvoir tout déjà même pour toi tester, tricoter le patron et cetera. Donc voilà, donc je me suis arrêtée 1 an et Morissette ça a commencé en hiver 2017 je crois. Oui, c'est ça, 2017. J'ai vérifié sur le site, Tu c'est as bien vérifié? 2017. Voilà, donc voilà, écoute, je sais pas quoi dire de plus. Je suis toujours un peu en difficulté avec cet exercice de présentation. Il y a pas de souci. Bah, moi, je le trouve très complet. OK, OK. donc du coup, voilà, tu tiens la marque, Morissette C depuis 2017. Ouais. Tu es designer tricot. Avant de rentrer plus amplement dans la marque Morissette C, j'aimerais revenir un petit peu sur les préquels Ouais. et te demander comment tu as commencé le tricot. Comment ça t'est venu? Parce que tu disais que tu étais dans le droit, Oui. j'ai cru comprendre finance. Oui. Comment t'es arrivée au tricot? Parce que c'est quand même Alors le un grand tricot, écart. c'est ça. Le tricot, non mais ça dure depuis très longtemps, hein. C'est ma grand-mère maternelle, donc qui m'a appris le tricot, heu, Morissette. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle Morissette en partie. J'étais très, très proche de ma grand-mère maternelle, elle me gardait, tout le temps et donc elle m'a appris le tricot, toute petite. Il y a des photos de moi en train de tricoter, à l'âge de 5 ans. Mmh. Donc voilà, après j'ai pas tricoté, depuis mes 5 ans jusqu'à maintenant, hein. J'ai connu la période d'adolescence où tu arrêtes de tricoter parce que c'est ringard et que tes copains et copines ne comprennent pas. Mais, j'ai repris, je pense vers mes 18 ans, fin de lycée, où, il y a eu de la nouvelle laine, en fait. Il y a eu des nouveaux types de laine un peu plus, des fils un peu plus créatifs Mmh. et ouais et du coup ça m'a bien plu. Donc c'est à partir de là que j'ai recommencé à tricoter toujours avec ma grand-mère. Ça a été un partage, en fait. Déjà, tu avais pas beaucoup de vidéos, YouTube, enfin il y en avait quasiment pas et en Mmh. fait, ma grand-mère était ma bibliothèque tuto, YouTube, donc j'allais tout le temps la voir et j'avais des informations comme ça. Donc en fait, le plus gros des techniques que je connais, a été, acquis, avec ma grand-mère. Et après, bien sûr, quand tout a évolué et puis il y a eu tous les tutos anglais et cetera, donc là on a pu apprendre beaucoup, de techniques, qui venaient de l'étranger et j'ai un peu évolué aussi comme ça. OK, d'accord. Donc en fait, c'est vraiment un héritage du coup familial. Ouais, pour le coup, là, c'est vraiment ça, hein. C'est ma grand-mère, qui m'a vraiment donné le virus, toute petite. OK, super. Je trouve ça vraiment génial parce que, comment dire? Moi, je pense vraiment que le tricot, il y a ce côté héritage justement, Mmh. transmission, donc du coup, c'est vrai que ça ne fait que aller dans
dans ce que je pense pour le coup. Ouais. Du coup, là, je vais rentrer un peu plus dans le dur. Mhm. Donc, du coup, créatrice de patron, il y a quand même un pas entre le moment où on tricote, où on commence à tricoter et le moment où on crée des patrons. À quel moment tu t'es dit, je vais créer mes patrons et là, je vais les vendre après, etc., à d'autres personnes? Ouais, je t'avoue que c'est un peu flou. Je pense que c'est progressif. En fait, si tu veux, moi, morphologiquement, je suis très grande et donc tous les patrons qui pouvaient exister dans le commerce ne m'allaient pas. Hmm. Donc déjà, Je tu comprends commences tout à à faire, fait. voilà, tu commences à faire des adaptations et puis bon, au fur et à mesure, tu comprends comment ça fonctionne. Hmm. Donc tu finis par ajouter des modifications morphologiques. Donc tu dis bon bah alors du coup ça fonctionne comme ci comme ça. Et puis tu vois quelque chose dans le commerce aussi qui te plaît mais qui vaut une fortune et tu sais vu que tu sais tricoter que tu pourrais le faire. Donc tu commences à bidouiller et puis ça commence comme ça. Enfin, en tout cas pour moi ça a commencé comme ça. Hmm. Comme ça et puis alors te dire le moment où il y a eu le gap, je savais en fait, enfin voilà. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été très créative, très Mhm. curieuse sur tout ce qui pouvait être créatif, ouais. Après, il y a eu un deal avec mes parents, c'était voilà, tu fais des études tu choisis ce que tu veux, tu fais des études dans quelque chose de stable, et après tu pourras te permettre de faire quelque chose de plus créatif. Donc c'est pour ça que je te disais tout à l'heure qu'il y avait toujours ce petit truc germé où je me posais la question de qu'est-ce que ça deviendrait si je faisais quelque chose. Donc j'ai arrêté et bon alors avant je tricotais, oui. Alors attends, je remets les choses hein, dans l'ordre. Voilà. Donc je me suis mise à faire un bonnet turban. Je crois que c'est ça, l'hiver avant que j'arrête. Donc c'était en 2016. Bref, il y avait la marque Cézanne qui avait sorti un bonnet turban, mais qui valait une fortune. Oui, je vois. Voilà. Et bon, bref. Et donc, moi qui tricotais, je me suis dit, bah, je peux me le faire. Tu vois, c'est le principe, comme je te disais, quelque chose que tu vois dans le commerce, que tu as envie de te faire parce que tu peux le faire toi-même et que tu n'as pas besoin de dépenser. Des euh, 100 et des 1000. voilà, c'est ça. Et donc, du coup, je me le suis fait. Et puis, bah, je le portais. Et puis, mes collègues au bureau m'ont dit, ah, il est super, tu veux pas m'en faire, je te le paye, machin. Bon. Donc, toujours sympa, tu vois, tu es content. Donc, je me suis mis à faire des bonnets turbans. Et puis pareil, mes collègues m'ont dit: «Bah, tu devrais faire une boutique, et cetera et vendre tes tricots» parce qu'elles me voyaient, tricoter à la pause déj. Donc bon et puis je sais pas pourquoi sur un coup de tête, je me suis dit: «Oh bah tiens, comment ça fonctionne une boutique?» J'ai fait une boutique sur Etsy et puis, bah, tout l'hiver, j'ai vendu, bah, des bonnets turbans, mais fait aussi enfin j'ai créé des bandeaux, des bonnets, des écharpes et cetera. Donc ça a pas mal marché. Dans mon entreprise dans laquelle je travaillais à l'époque, même le patron était à fond derrière moi, ce qui était assez sympa. Cool. Ouais et puis voilà, puis après il y a eu un cheminement, personnel où je me suis dit: «Il faut que j'arrête maintenant pour voir, sinon je serais peut-être toujours un peu frustrée de savoir, de pas savoir si j'avais pu enfin, si j'aurais pu faire quelque chose autour d'une passion créative». Donc je savais que c'était autour du tricot, mais je savais pas bien quoi exactement, donc tu vois, j'étais déjà un peu dans la création, d'accessoires. Et puis donc je me suis arrêtée, je suis partie et puis pour, m'isoler un petit peu pour réfléchir, mais je savais que c'était autour du tricot. Et puis, bah, je me suis dit: «Puisque tu aimes bien créer, on va rester sur de la création» et puis, par contre, je voulais pas confectionner, à la chaîne parce que ça me plaisait pas particulièrement, ce côté, Usine. ouais, usine et puis vente de prêt-à-porter, je trouve ça très dur. Il y a toujours des clients qui sont très durs et qui te reprochent, que le vêtement ne leur convienne pas, complètement et puis quand tu es dans la création d'objets, à la main, tu peux pas te permettre d'avoir des retours. Enfin bref et donc du coup, je voulais pas, rentrer dans ce chemin-là et je voulais continuer à créer. Je suivais toute cette communauté tricot également et je me suis dit: «Bah, pourquoi pas?» Moi aussi me mettre à faire mes patrons tricot puisque je suis déjà en train de faire des créations personnelles. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Ok, d'accord. Donc en fait, c'est venu ouais, vraiment petit à petit en fait. Ça Ouais, n'a pas c'est ça. été Non. le méga déclic d'un coup en disant non mais là, ça me plaît plus par exemple. Je prends un exemple.
ça me plaît plus mon boulot, je lâche tout et je pars à l'aventure du tricot. Ben, si, je savais que je voulais faire du tricot quand j'ai arrêté, mais je savais pas exactement comment je voulais l'exercer sous forme d'entreprise, en fait, si tu veux. Voilà. Donc ça a été plus ça qui n'était pas un déclic, mais si, je savais que ça allait être autour du tricot. D'accord, ok. Donc du coup, là, du coup, forcément, la question que je vais te poser, qui me brûle les lèvres depuis que Oui. depuis que tu l'as lancé, c'est aujourd'hui, est-ce que tu as le plaisir de travailler sur Morissette à plein temps, du coup? Non, malheureusement, non. Malheureusement ou heureusement, je sais pas trop en fait, hein, mais donc j'ai repris un travail. Donc je me suis arrêtée à peu près 1 an pour poser toutes les bases de Morissette, etc. Et puis j'ai repris un travail dans mon secteur, hein, donc je faisais du droit et de la finance et je suis toujours un peu dans ce domaine-là. Je suis juriste en fait. Et donc du coup j'ai repris, mais alors un travail qui me permet quand même d'avoir pas mal de temps pour Morissette. Donc voilà, donc la journée c'est ce travail-là et puis le soir c'est Morissette, le week-end c'est Morissette, pendant la pause déj c'est Morissette, enfin, tous les D'accord. moments, voilà. C'est chouette. T'aimerais que ça devienne quelque chose à plein temps? Oui, bah, je pense qu'on est toutes comme ça, hein, je pense que tous les designers, tricot aimeraient pouvoir en vivre à plein temps. Après, c'est difficile, il faut s'accrocher, enfin, en tout cas, tu as tout un laps de temps où tu fais connaître ta marque de patron. Le temps que les gens commencent enfin, pas forcément à s'intéresser, mais du moins à ce que tu sois plus visible aussi pour que eux puissent voir tes patrons, etc. Enfin, il y a tout un temps que tu peux malheureusement pas, comment dire, c'est un temps incompressible en fait. Donc du coup, enfin, c'est assez long pour, à mon avis, pour en vivre. Même si je pense que je fais partie de celles qui le vivent plutôt bien. D'accord. Justement, là, dans la création de patron, si tu avais une triconaute, par exemple, qui nous écoute et qui a envie de se Ouais. lancer dans le design de patron, tu lui dirais que d'abord, qu'est-ce que c'est ce que tu as le plus apprécié dans cette aventure entrepreneuriale? Qu'est-ce que tu apprécies le plus dans cette aventure entrepreneuriale? Et qu'est-ce qui a été le plus difficile? Le plus difficile, je vais commencer par ça, je pense que enfin, ça, c'est totalement universel. Je pense que c'est même pas que moi personnellement. Je pense que le plus difficile, c'est quand tu commences à faire tes premiers patrons, c'est la morphologie. C'est-à-dire que tu grades. Alors, déjà, rien que grader, c'est pas simple. Mais une fois que tu as gradé, que tu as tout calculé, etc., vraiment, je pense que ce qui fait le plus peur, hein, et il y a un gros laps de temps avant que tu te sentes légitime là-dessus, c'est vraiment la gradation et donc du coup la taille de ton vêtement, enfin le résultat fini. Et c'est pour ça que les tests sont hyper importants pour que tu puisses vraiment réajuster le patron avant qu'il sorte et être sûr que tout colle. Parce que je pense que vraiment c'est là-dessus aussi que les personnes qui achètent des patrons t'attendent. C'est vraiment, il faut que le patron soit nickel. Et si tu commences si tu commences en étant un peu approximatif, je pense que voilà, ta marque de patron risque de pas décoller suffisamment vite ou rapidement. Voilà. Donc ça, c'était le plus difficile. Après, ce que j'aime le plus, c'est difficile, là aussi à dire. Ce que j'aime le plus dans la gradation, voilà, après quand tu es créative, je pense que ce que tu aimes le plus, c'est le champ des possibles et tout ce que tu peux créer, alors que ça soit dans la forme de ton pull ou le motif. Il y a tellement de possibilités, donc tu as des points texturisés, tu as des points de dentelle, tu as des points enfin, tu as des motifs jacquard, enfin vraiment, tu peux vraiment faire tout ce que tu veux. Tu peux, enfin, je pense qu'on a toutes un peu un style et du coup, tu as envie d'avoir ta propre garde-robe et quelque chose qui te correspond vraiment. Donc vraiment, là, tu as le champ des possibles. Tu peux tout adapter pour que ça te corresponde bien physiquement. Je pense que c'est ça ce qu'il y a de plus sympa avec le métier, mais et tu as plein d'autres aspects aussi. C'est tout ce qui est, enfin, en tout cas, moi, je pense que ma partie préférée dans le processus de création d'un patron, c'est le moment où moi je vais commencer à le tricoter, donc c'est pas tout de suite, parce que moi j'ai l'habitude de tout calculer
toutes les tailles avant de commencer à le tricoter Ah, pour moi. donc tu es comme moi, tu prototypes d'abord et après tu tricotes. Exactement. Parce que je veux être sûre que, je sais pas toi, mais en tout cas, moi je remarque que tu peux partir, par exemple, moi je fais une taille M à chaque fois pour moi. Et du coup, si je pars avec juste les indications de morphologie pour la taille M que je peux avoir, des fois ça va pas fonctionner. En fait, des fois tu dois faire des ajustements pour que ça fonctionne avec toutes les tailles. Et donc du coup, si tu pars tête baissée, enfin en tout cas c'est mon avis, si tu pars tête baissée sur juste ta taille M sans avoir calculé si avec les autres ça fonctionnait, tu peux te retrouver avec des différences en fonction des tailles. Enfin, du coup, je suis peut-être un peu trop perfectionniste là-dessus, mais je préfère vraiment que tout soit gradé avant que moi je commence à tricoter. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a ce côté-là. Et puis même, moi, j'aime bien ce côté premier crash test, en fait. Moi, je le vois vraiment comme ça. C'est vraiment le premier crash test pour voir si ça passe ou si ça casse. C'est ça, c'est ça. Puis bon, alors voilà, donc du coup, je fais des vérifications et puis après, donc je tricote ma taille. Pareil, là aussi, quand tu tricotes, des fois, tu te rends compte qu'il y a des choses, ça ne matche pas, donc tu réadaptes. Et puis une fois que tu as fini de tricoter, donc voilà, donc tu as la partie de test et j'aime beaucoup, beaucoup cette partie de test. Alors j'ai de la chance, j'ai des testeuses qui reviennent régulièrement et puis il y a des nouvelles têtes aussi, tu apprends à connaître les gens. Il y a des belles rencontres, tu fais des belles rencontres. Et puis c'est très enrichissant parce que tu en as toujours qui vont te dire, bah voilà, moi j'ai cette technique, pourquoi toi tu utilises cette technique? Donc j'explique et puis des fois je découvre des choses aussi. Donc on apprend beaucoup de choses. Donc je dirais que voilà, tu as la partie créative où tu peux vraiment faire tout ce que tu veux et puis il y a la partie de test où il y a énormément d'échanges et c'est vraiment ce que je préfère. Oui, je comprends. Et donc en fait, ouais, vraiment dans la création de patron, ce que tu préfères, je reformule, je fais une mini contraction. Ce que tu préfères, c'est vraiment tout ce qui est ce moment de test en fait, le moment où tu vas créer le patron, le grader, toi le tester et en même temps aussi l'échange qu'il y aura autour avec les testeuses. C'est ça. Après, une fois qu'il est fini, bien sûr, je suis contente parce qu'il correspond à ce que je voulais ou pas, hein, parce que des fois, tu as des des fois, tu as des patrons, ils se laissent pas faire comme ça et puis tu finis par faire totalement autre chose, mais c'est sympa aussi. Là, c'est la laine qui parle. Là, C'est la laine qui parle, ouais, c'est ça. Et c'est la puis laine même qui dit je veux pas être tricotée comme ça. ouais, et puis des fois, tu as une idée, puis en fait, c'est moche, donc tu changes et puis, bon, tu as déjà tricoté, donc tu vois, c'est la partie où tu commences déjà à tricoter après avoir prototypé et puis tu te rends compte que c'est moche, donc du coup, tu changes, tu te dis: «Ah bah tiens, ça serait plus sympa» et en fait, le patron ne ressemble pas du tout à ce que tu avais prévu au départ, mais c'est pas grave et c'est sympa aussi. Donc ouais, c'est vraiment tout ce qui est ouais, tout ce qui est lié à la création pure. Après, une fois que le modèle est sorti, bien sûr, je l'aime bien, mais ouais, c'est moins attrayant pour moi. En fait, toute la partie après est beaucoup moins attrayante pour moi. D'accord. Ça me fait penser à ce que tu dis, ça me fait beaucoup penser à une histoire, enfin à un moment que j'ai vécu. Quand j'ai sorti la collection Islande, j'ai rêvé d'une écharpe en fait. Ouais. Et j'ai rêvé d'une écharpe qui était en tricolore et je la voyais, mais clairement, en rêve, je me suis même levée la nuit pour faire le dessin avec les Ouais. couleurs, etc. Et le lendemain matin, lorsque je me réveille, j'avais les couleurs qui correspondaient. Je me suis dit, bah tiens, je vais tester pour voir. Et c'était absolument affreux. Donc, je me suis dit, en fait, c'était comme quoi, tu vois, on peut avoir des idées Oui. où on te dit, ah, mais où on se dit, mais ça va être trop génial comme ça. Et en fait, quand tu le vois en tricot, tu dis, non, mais non, même pas la Non. peine, en fait. C'est ça. Mais donc du coup, bon voilà, tu as ça de temps en temps, mais bon, après en fait, c'est sympa aussi ce cheminement où tu rebondis sur une idée que tu avais qui ne fonctionne pas et puis tu arrives à des choses que tu avais pas du tout imaginées. Oui, c'est vrai, oui. C'est vrai qu'il y a ce côté-là. C'est vrai qu'il y a ce côté-là, le rebond technique. Ouais. Du coup, là, on est en plein dans la création. Et moi, quelque chose que j'aimerais te demander, c'est un petit exercice que je te demandais. Ouais. C'est comment est-ce que tu décrirais, toi, ton univers et les patrons que tu crées? Euh, Alors, je dirais que je suis entre deux. Enfin, il y a deux choses que j'aime bien et que je fais un peu alternativement. J'aime bien les patrons assez simples. Enfin, assez simples, je m'entends. Des patrons Les assez. basiques. Ouais, des basiques, avec
Alors, soit un basique, soit avec une bonne coupe. En fait, j'aime bien tout ce qui est coupe, tout ce qui est construction dans le tricot. Donc, j'ai beaucoup de patrons assez visuellement assez simples que tu peux trouver dans le commerce aussi, hein, des basiques. Finalement, après, moi, ce que je porte le plus, généralement, c'est des basiques. Donc, du coup, tu crées toujours des choses que tu aimes bien porter. Donc j'ai ce côté-là basique et puis j'ai aussi quelques patrons où tu as un peu de création, création. C'est tous de la création, mais j'ai plus de fantaisie. Voilà, c'est ça. Plus de fantaisie, mais très légèrement quand même. Et pourtant j'aime beaucoup. En fait, tu vois, même quand je regarde, forcément je regarde ce que mes collègues font également, tu vois, et j'aime beaucoup tout ce qui est jacquard, etc. Pour l'instant, je n'ai pas passé le cap. Mais j'aime beaucoup, même quand c'est très coloré ou quand tu as plus de fantaisie. Mais c'est vrai que pour Morissette, je fais plus des basiques ou un basique avec de la fantaisie. Oui, justement. Voilà. C'est ce que j'allais dire. C'est vraiment ce que j'ai vu sur ton Instagram, parce que je crois que ça fait un petit moment que je te suis, je crois. Et en fait, ça faisait un moment que je voyais tes patrons, etc. Je me disais, mais ça, c'est bien parce que le jour où j'ai envie d'un basique, je sais que c'est là que je vais aller parce que je sais que je trouverai un patron basique, tout simple. Mais comment dire? Pas basique, tout simple, justement. C'est, comment dire? Je trouve qu'ils ont quand même une petite touche. Je pense notamment, c'est le gilet Vicky, je crois, de tête, qui a une petite bande mousse, qui est vraiment très très jolie. C'est une bande de mousse, je crois. Bande de mousse. Ah non, c'est Riales. Ça doit être Riales, avec un panneau de points sur le bas, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, donc c'est Riales celui-là. Ouais, bah oui, du coup, tu vois, c'est ça. J'aime pas trop quand il y a trop de détails. Et encore, demain, je peux peut-être te sortir un modèle comme ça, mais disons que je pense que dans la ligne créatrice de Morissette C, tu auras pas plein de patrons avec énormément de fantaisie dessus. Tu n'en auras peut-être que quelques-uns. C'est comme un peu, je pense que tu viendrais chez moi, tu verrais ma garde-robe, tu comprendrais. Tu verrais que j'ai beaucoup de basiques en fait et quelques pièces très fantaisie. Ouais, d'accord. Mais par exemple, je pense au cacahuèta qui était peut-être plus fantaisiste pour le coup. Ouais. Pour celles qui ne connaissent pas, le cacahuèta, c'est un petit pull avec un très joli point en forme de chevron, je dirais. C'est ça. C'est ce que je pourrais le mieux le décrire. C'est une torsade en maille glissée, ouais. Et celui-là, quand je l'ai vu sorti, je me suis dit, ah là, elle sort du basique. Et en même temps, on est quand même sur une pièce qui est comment dire, simple dans l'ensemble parce qu'on a des rivières de Jersey, mais on a quand même cette superbe torsade sur les bras qui vraiment est très très jolie et change du coup de ton univers habituel. Ouais, voilà, c'est ça en fait. Soit tu as du basique avec un jeu de construction qui diffère, soit tu as un petit basique avec un tout petit, un ou deux petits éléments qui changent, ou alors tu as une petite fantaisie mais qui reste très facilement portable. Ben voilà, Vicky, là je l'ai sous les yeux. Vicky, en fait, c'est pas du point mousse, je me suis trompée. Ouais. Je sais pas pourquoi je le voyais en point mousse, c'est du jersey. Mais je sais pas pourquoi je le voyais en point mousse. Mais tu vois, Vicky, typiquement, c'est une question de construction. Alors, en ce moment, je suis vraiment dans une série de pulls avec des constructions qui diffèrent. Donc, à chaque fois, tu recommences à zéro, par contre, pour la gradation. Donc, c'est compliqué, mais c'est hyper enrichissant. Et Vicky, typiquement, voilà, là mon but, c'était de faire une bande d'encolure qui ne se déforme pas, parce que, je sais pas toi, mais souvent dans les cardigans qui sont tricotés de main, ta bande d'encolure finit par se déformer et faire des espèces de vagues. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je crois voir, oui. Moi, j'avais l'impression que c'était par rapport, j'avais cru déterminer que c'était par rapport à l'espacement des boutons. Il y a de ça, mais même si tes boutons sont très rapprochés, tu peux avoir ça. Donc, du coup, je voulais absolument essayer de trouver une technique
qui me permettrait de ne pas avoir cette bande de boutonnage qui bouge en fait, ou qui se Qui tire. gondole, oui, Ouais, qui voilà. fait les fameux petits espaces là où on voit le t-shirt, Ouais, c'est pas super génial. c'est ça. Et donc du coup, j'ai tenté cette bande d'encolure. Donc elle est pas tricotée en même temps que ton cardigan. Elle est tricotée, enfin c'est une pièce à part. Il n'y a pas de couture. Il n'y a pas du tout de couture sur Vicky. Et donc tu montes ta bande d'encolure au fur et à mesure. Et il y a un jeu de mailles relevées puis glissées qui font une jolie bande tout autour. Et donc du coup, elle est un peu plus large. Elle est tricotée dans un numéro inférieur que le numéro que tu pourrais tricoter pour les côtes de ton cardigan, que ce soit pour les poignets ou pour le bas du corps, qui lui permet d'avoir une certaine rigidité, et du coup, ça bouge pas du tout. Après test, parce que je l'ai pas mal porté celui-ci cet hiver, et ça ne bouge pas du tout. Donc je suis contente, ça est validé. L'idée de départ était validée. Ok, super. Ben, tant mieux, ben, vraiment le mieux, Ouais. c'est quand les tests, enfin les tests, les petites créations, les petites innovations, je mets ça entre guillemets, les petites innovations euh, sont validées et fonctionnent. Oui, oui, tout à fait. Donc voilà, donc tu vois, je suis un peu plus dans ce processus en ce moment de construction où j'essaye des choses. Alors ça c'était une idée de ma part. Après tu prends pas, enfin après là on pourrait rentrer dans le débat de qu'est-ce que la création et à quel moment ça s'arrête. Mais donc du coup t'as des tas de personnes avant nous qui ont écrit des bouquins sur la construction de pulls, etc. Et donc c'est hyper enrichissant. Alors malheureusement la plupart de ces livres sont en anglais. Pour celles qui parlent pas anglais c'est plus compliqué, mais ils sont très très enrichissants. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'en parlais avec d'autres personnes sur d'autres cafés tricot et c'est vrai que c'est Ouais, quelque chose qui revient très souvent, que ça soit aussi bien du côté français que du côté de nos frères et sœurs canadiens. C'est quelque chose qui manque côté francophone. Ce sont des éléments techniques. ouais, je suis d'accord. Ok, forcément, moi du coup, là, avec tout ton univers que je vois, j'ai une petite idée de la réponse, mais je vais quand même te la poser. Ouais. Quelles sont les pièces que tu préfères créer? Bah oui, j'imagine. Bah, non, pull ou cardigan. Et j'aime bien les grosses pièces. Je crée beaucoup moins d'accessoires, c'est vrai. Alors, il y en a toujours un par saison, quand même. Souvent, c'est un bonnet. Mais je crée beaucoup moins d'accessoires parce qu'en fait, les accessoires, j'en change pas tellement que ça. Je vais mettre mon bonnet tout l'hiver. Mais je vais pas en changer plus que ça. Alors que le pull, oui, je vais avoir des envies de tenues différentes. Et du coup, oui, bien sûr, le pull et le cardigan. Et j'ai fait un peu plus de cardigan dernièrement parce que je trouvais que j'en manquais, moi, personnellement, dans ma garde-robe. Et c'est pas évident de trouver des cardigans qui puissent passer un peu avec tout. Donc voilà. Du coup, je me suis un peu plus attelée sur les cardigans. Ok. Forcément, là, une question que je vais poser, c'est tu préfères créer pour aiguille circulaire ou aiguille droite? À plat ou en rond? Alors moi, personnellement, je préfère bien sûr le moins de couture possible. Donc en circulaire maintenant. Oui, alors à plat, tu veux dire avec couture, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Alors j'en ai créé avec couture parce que le point est plus compliqué à faire en, en circulaire. Est-ce que tes points en circulaire et à plat sont pas forcément les mêmes? Oui. Ils font pas de la même façon, et des fois c'est bien plus compliqué de les faire en circulaire. Et pour essayer d'avoir le patron le plus accessible possible, oui, j'en ai déjà fait à plat, j'en ai très peu. Hein. Je pense au point mousse typiquement, c'est plus compliqué. Alors sans que ça soit très compliqué non plus, hein, de le faire en circulaire que de le faire à plat. Et puis les côtes anglaises aussi, je trouve que c'est plus compliqué en circulaire. Donc j'ai fait 2 modèles à plat, si je me souviens bien. Ouais, je crois que c'est ça. Mais sinon, je préfère tricoter avec des aiguilles circulaires. D'accord, je comprends. Euh, une question que je vais te poser, là on est toujours dans le processus, enfin dans la création, etc. Ouais. Et une question, en tout cas moi, qui est importante pour moi, et je pense qu'elle l'est pour toi aussi au vu de comment tu me décris tout ça, est-ce que tu as un processus créatif et si oui, quel est-il? Ouais, bien sûr.
Alors, j'ai un processus créatif, je regarde beaucoup de choses en fait. Souvent, un tableau sur Pinterest où je mets plein d'inspirations. Alors, sur le moment, je sais pas du tout à quoi ça va me servir. Je cherche pas l'inspiration pour le moment présent. Il y a des choses que j'aime bien, du coup, je les garde de côté. Et puis, au moment où je dois je dois commencer à penser au modèle de l'hiver prochain ou de l'été prochain. En général, j'essaye de faire ça un peu plus de 6 mois à l'avance. Pour pouvoir programmer un peu tout ça et pas me faire avoir avec les contraintes de temps aussi. Donc voilà. Et donc du coup, après, je vais revoir un peu tout ce que j'ai mis de côté. Et puis, j'essaye de dégager des choses qui me plaisent vraiment et que j'aimerais faire à ce moment-là. Et puis, voilà. Et puis, j'essaye de dégager des idées. Alors, après, le plus compliqué, c'est de choisir parce que j'ai 15 millions d'idées et je ne peux pas toutes les faire. Donc, Pas toutes d'un coup. non. Non, je pense que je pourrais jamais toutes les faire d'ailleurs. Mais donc voilà, c'est un peu ça mon processus créatif. Après, je cherche la laine qui pourrait convenir à ce que j'ai imaginé par rapport à toutes ces inspirations. Alors, il n'y a pas que Pinterest, hein, mais le plus gros de stock de ces inspirations-là, je les mets sur Pinterest. Mais sinon, tu as, bien sûr, comme tout le monde, des tas de choses que tu vois dans la vie de tous les jours qui peuvent te donner des idées, ou même dans un film, il y a une ambiance qui se dégage, ou je sais pas, il y a un détail qui te plaît, et du coup, tu décides de l'ajouter sur un de tes pulls. Mais donc voilà, et donc du coup, après, je trie toutes ces idées-là, j'essaye d'en choisir un par mois des patrons. Dans l'idée et dans l'idéal, ça serait d'en sortir un par mois. Et donc, du coup, tu vois, tu en as à peu près 12 par an qui doivent se dégager de tout ça, ce qui est très réducteur. et voilà. Et donc, après, je cherche la laine pour réaliser les patrons. Alors, j'essaye de travailler avec et des laines artisanales et des laines industrielles. Parce que je pense pas qu'il y en ait une qui soit mieux que l'autre. Alors tout dépend vraiment, effectivement, si tu te places sur la qualité, ça dépend vraiment ce que tu choisis dans la laine industrielle. Mais je pense qu'il n'y en a pas une qui soit mieux que l'autre. Il y a des préférences à un moment ou pour un modèle. Et je pense que c'est bien de présenter un peu toutes les gammes aussi parce qu'on ne peut pas toutes se payer des laines artisanales teintes à la main. Oui. Voilà, donc du coup j'essaye de travailler avec un peu tout le monde. Et puis voilà, donc travailler avec des teinturières indépendantes ou travailler avec des laines industrielles. Et pour les laines industrielles, je travaille avec Katia. Principalement, j'ai pas travaillé avec d'autres laines industrielles de mémoire. Pas que j'ai choisi Katia et que du coup je dise non aux autres, hein, pas du tout, mais Katia c'est un partenaire depuis le tout début qui me fait confiance et du coup on a une relation un peu comme ça de confiance. On fonctionne carte blanche et il me donne la possibilité de tester plusieurs de leurs laines industrielles et je choisis un peu celles qui pourraient me plaire pour certains modèles et pour d'autres je travaille avec des teinturières indépendantes. C'est chouette, hein. Ouais, c'est depuis le départ, c'est un peu une volonté de faire un peu sur les deux tableaux pour déjà faire travailler tous les secteurs et montrer tout ce qui existe aussi aux filles qui me suivent. Tout ce qui est possible de faire et même Ouais. laisser plus de latitude aux personnes qui veulent tricoter tes patrons. Voilà, c'est ça. Ok. Là, forcément, tu m'as parlé d'inspiration, etc. Moi, il y a une question que je vais te poser à présent, c'est est-ce que ça t'arrive de tricoter des patrons d'autres créateurs ou créatrices? Et si oui ou non, est-ce que cela te fait parfois peur d'être influencé par eux? Qu'en penses-tu de cette question? Alors non, ça m'arrive pas d'en tricoter parce que je n'ai pas du tout le temps malheureusement, mais je pense que on est toutes pareilles. J'ai pas le temps de tricoter des patrons d'autres designers parce que ça me prend tellement de temps déjà Morissette à développer que j'ai pas du tout le temps de tricoter d'autres. Par contre, j'aimerais beaucoup avoir le temps parce qu'il y a plein de belles choses qui existent et qui sortent. Et si tu es forcément influencé par ce qui peut sortir, puisque tu tricotes, tu n'as pas des œillères, tu bosses pas dans ton coin
Puis même, j'essaye de discuter aussi avec d'autres designers. On peut parler de techniques ou de choses comme ça. Mais tu peux pas, enfin, tu les vois forcément sortir, les modèles. Donc forcément, ça, quelque part, ça doit t'influencer, comme le prêt-à-porter t'influence aussi, je pense. Oui, c'est vrai, il y a ce côté. Je mets ça dans l'inspiration plus. Oui, voilà. Mais après, il y en a qui ont vraiment peur de cette influence et qui se disent, mais c'est en évitant, par exemple, les réseaux sociaux ou en ne regardant pas ce que font les autres que j'éviterai d'être influencée. J'aime pas trop cette politique de l'œillère, donc je préfère. Ouais, non. Ouais, puis après, tu vois, enfin, ça reste dans l'échange aussi, tu vois. Tu regardes des choses, tu apprends en plus en regardant. Il y a plein de fois où je vois des modèles d'autres designers, je me dis, tiens, comment elle a fait ça? Donc je regarde un peu plus en détail. Et puis bon, après, avec l'expérience, tu comprends un peu comment ça a fonctionné, comment elle a fait pour réaliser sa construction, etc. Mais je pense pas, non, je pense pas que tu sois plus influencé que ça. Il y a tellement de choses que tu vois dans une journée. Tu peux être influencé par des tas de choses. Donc oui, je pense que c'est des inspirations. Après, il y a des tendances aussi, hein, que ça soit dans le design tricot ou pas. Il y a des patrons qui vont se ressembler fortement. Alors après, là, tu vois, on rentre dans le débat de qu'est-ce qui est une copie ou pas. Pour être de l'autre côté de la barrière, en tant que designer, je pense vraiment qu'il y a très peu de copies de design. Quand tu vois le travail que ça te prend, même si tu as un même patron, en réalité, derrière, tu n'as pas utilisé la même laine. Donc, tu as tout un travail de gradation pour adapter à ta laine. Donc, à part si tu as vraiment choisi la même laine que le patron que tu as été acheté auparavant pour copier, mais je vois pas trop l'intérêt derrière. Donc, je pense vraiment pas qu'il y a beaucoup de... Enfin, je pense pas qu'il y ait beaucoup de copies en soi, même si tu as des modèles qui se ressemblent beaucoup. Je pense que peut-être que les designers ont les mêmes inspirations. Et puis ça vient d'une tendance aussi actuelle. Tu as des choses dans le prêt-à-porter que tu aimes bien et du coup tu retranscris un peu dans tes designs aussi, je pense. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de choses aussi C'était quoi la dernière fois que je voyais un patron qui était sorti et qui ressemblait beaucoup à un ancien pull de chez Cézanne, justement. Ouais. Et je me disais, bah voilà, en fait, le prêt-à-porter est aussi l'inspiration parfois des créateurs, créatrices. Donc, Mais tout à fait. Et puis bon, moi je suis un peu décomplexée sur le sujet par rapport à ça. On peut en parler. Mais pour moi, la création, elle est pas sur le fait que tu as vu un pull chez Cézanne ou chez n'importe quelle autre marque et que du coup tu as envie de faire un truc un peu dans le genre parce que tu aimes bien et que c'est ce que tu as envie de porter. Juste la création, c'est tout ce qu'il y a derrière, tout ce qui est gradation. C'est pas l'inspiration que tu as vue. Je pense vraiment que c'est tout le travail que tu fournis derrière. La gradation, ça peut te mettre pour l'avoir eu, ça peut te mettre plus d'une journée à réaliser. oui, c'est vrai, oui. Là, je suis sur un pull qui va sortir au printemps, là, vers mai, je pense. Et j'ai mis 3 jours à le grader. Je crois que c'est ma plus belle performance. Waouh. C'est la plus longue. J'ai mis 3 jours à le grader parce que je voulais une construction comme ci, comme ça. Mais en soi, quand vous allez le voir, il est assez simple. Visuellement, il est assez simple. Donc, tu vois, je pense pas que la créativité soit... puisse être jugée dans le fait que tu aies eu une inspiration Cézanne ou une inspiration, je sais pas, n'importe quelle marque. Je pense que, comment dire, je pense que il y a beaucoup de personnes qui pensent que la création, c'est le fait de mettre des motifs, de créer des motifs originaux, etc. Déjà, il faut savoir qu'en tant que designer, je pense qu'il y a très peu de personnes qui inventent des motifs ou des points. Il y a déjà des bibliothèques énormes de points qui existent. Et je pense qu'on est toutes comme ça aussi. On a toutes des inspirations de points. Après, c'est pas parce que tu as vu un point dans un livre ou dans une bibliothèque de points que c'est non créatif. En fait, c'est la façon dont tu vas utiliser, dont tu vas imaginer ce point qui fait que c'est une création originale. En tout cas, c'est mon avis sur la création. Voilà. Non, mais c'est vraiment sympa. Merci, merci du partage. Du coup, forcément, là, je vais te poser une petite question indiscrète.
Quels sont tes projets futurs, sans peut-être trop nous en dévoiler, mais quels sont tes projets futurs, que ce soit pour la marque ou que ce soit sur tes aiguilles en ce moment? Alors, donc pour les aiguilles en ce moment, j'ai déjà, je sais pas si tu as vu, mais peut-être qu'il y en a qui ont vu, j'avais fait une petite story il y a quelques semaines où je montrais une construction que j'avais jamais encore faite, vraiment sans couture, avec une manche montée classique. Et donc du coup, je me suis bien arraché les cheveux du coup pour cette gradation, donc 3 jours, pour que ça fonctionne dans toutes les tailles. Donc là, je suis en train de le tricoter. Je devrais l'avoir fini. Je devrais l'avoir fini ce week-end. Et puis après, il va partir en test. Donc test pendant 5 semaines, puisque c'est un petit cardigan court avec manches courtes. Donc 5 semaines, le délai est un peu plus court parce que t'as beaucoup moins de longueur à tricoter, donc ça peut aller plus vite. Donc ça, alors après, est-ce que tu as prévu dans ton planning, donc les 12 patrons que tu as prévu de faire au tout début, ça c'est dans un monde idéal, et puis après tu as des choses, tu as des envies subites. Oui, ouais. les plus fameuses. C'est ça. Et donc là, j'ai des envies Alors l'année dernière, j'avais fait déjà un débardeur en coton que j'ai beaucoup porté, donc j'aime bien. Alors je sais qu'il y a beaucoup moins de personnes qui tricotent de l'été parce que tu le portes moins. T'en profites moins, etc. Et puis, il y a des personnes qui ont moins le virus aussi et qui préfèrent faire de la couture en été, par exemple. Donc bref, mais du coup, là, c'est plus un projet pour me faire plaisir. Puis il y a les acharnés du tricot comme nous, qui Et tricotent même voilà. l'été. Et du coup, voilà, un petit débardeur. Faut que je vois si ça fonctionne. C'est pas du sûr. Et puis, sinon, après, ça serait un pull homme. Donc, je me suis fixé pour objectif de faire un pull homme par an. Que je fais au printemps et qui devrait sortir début septembre. D'accord, donc comme le tien, c'est le Popeye, je crois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc un pull par an, c'est l'objectif. Donc avec une belle collaboration. Alors avec tout ce qui est confinement en ce moment, c'est un peu compliqué pour les collaborations et recevoir la laine. Donc peut-être que ça prendra du retard. Mais ouais, il y aura un pull homme après. Ok. Bien. Que je design en collaboration avec mon compagnon d'ailleurs, parce qu'il me donne un peu ses envies, parce que je me verrais mal lui imposer des designs que moi j'aime bien, puisque c'est lui qui est censé le porter. Donc il me donne un peu ce qu'il aime bien, et puis je vois ce que je peux faire avec ça. Voilà. Ok, bah c'est chouette, moi je trouve ça permet de faire une collaboration dans la collaboration, Ouais, donc je trouve ça plutôt ça. chouette. C'est ça. Mais c'est vrai, je suis plutôt d'accord avec toi. Quand j'ai créé les modèles hommes pour la collection Islande, j'ai demandé, moi, à Matou, pareil, de me donner son avis sur les patrons qui seraient faits. Je lui disais, ben voilà, moi je pense ça, 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 t'en penses quoi? Et il y avait des petits échanges autour de tout ça. Donc je suis Ouais. tout à fait d'accord sur la collaboration homme. Si on veut qu'ils portent les modèles, c'est très important de les inclure Oui, dedans. voilà, c'est ça. Et puis bon, puis je trouve ça sympa en fait, du coup, parce qu'il joue le jeu, parce que c'est pas sa passion à lui pour le coup, hein, on peut le dire. Et bon, il me supporte aussi beaucoup parce que quand tu montes ton entreprise, au-delà du fait que ça soit une passion, quand tu montes une entreprise, c'est un peu ton bébé, donc t'en parles beaucoup. Donc il est tout le temps en train de m'écouter, essayer de comprendre, même quand ça fonctionne pas, tu vois, je lui dis que ça fonctionne pas, sauf que lui, il me regarde avec des yeux, il sait pas pourquoi ça fonctionne pas. Mais, mais du coup, voilà. Et donc, pour son pull, j'essaye toujours de l'inclure beaucoup. Donc, il choisit les couleurs, il choisit la matière, etc. Et on regarde un peu les modèles. Enfin, je lui propose des idées, voilà. Et on regarde les modèles qui pourraient lui plaire. Et après, je lui propose des motifs ou pas de motifs, ou, tu vois. Voilà. Et donc, du coup, après, il est content parce qu'il essaye le pull au fur et à mesure. Mais d'ailleurs, c'est plus compliqué pour moi de grader pour l'homme. Oui, c'est pas les. Il y a parfois des toutes petites différences. Ouais, tout à fait. Et bon, enfin, puis même c'est plus compliqué. Des fois, la femme, tu peux te permettre d'avoir une emmanchure un peu plus loose pour que tes calculs fonctionnent, voilà. Mais l'homme, tu peux pas te Pas du tout. permettre. Voilà. Donc voilà. Donc c'est un peu plus compliqué, ouais. Et il y a plus d'appréhension parce que forcément, je vois moins bien ce que ça va donner puisque n'étant pas un homme, je peux pas trop me rendre compte. Donc je suis obligée de lui essayer régulièrement. Voilà. Donc du coup, c'est important pour moi qu'il soit
qu'il soit investi un peu dedans pour pas que ça soit une corvée pour lui après. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé à tricoter pour les hommes, il y a un truc qui m'avait un petit peu étonnée. Enfin, ça tombe sous le sens pourtant, mais tant qu'on vraiment on le fait pas, on s'en rend pas compte. Avec les femmes, on peut s'amuser à faire une taille, etc., à marquer la taille pour que ça soit Ouais. joli sur le pull, etc. Non, l'homme, c'est tout droit, c'est un H. Donc, Oui, tu peux jouer sur les emmanchures. oui, tu peux jouer sur les embranchures, mais il y a vraiment, je trouve qu'il y a vraiment que là que tu peux jouer parce que c'est pas la peine de de lui faire la taille de guêpe. Non, Hein, donc... non, je pense que c'est pas très intéressant. Alors après, ils ont leurs idées aussi. Hein. L'autre jour, donc on regardait pour ce fameux modèle et donc on a vu des pulls qui étaient un peu plus près du corps, hein, donc qui mettent un peu en valeur, etc. Mais donc il me disait non, pas ça, pas près du corps. Donc tu vois, j'essaye de prendre un peu. Ouais, le fameux, faut pas que ça colle. Faut pas que ça colle, voilà, exactement. Ok, super. Bon, mais moi je trouve ça chouette, ça va être enthousiasmant en tout cas les prochains mois. Oui. Vas-y. Non, je disais, ça fait plein de projets pour les prochains mois encore. Forcément, moi, il y a là, on a parlé beaucoup tricot. Mais moi, j'ai une question, c'est est-ce que tu as d'autres hobbies liés aux arts de la laine que tu aimerais apprendre ou que tu pratiques peut-être déjà? Alors, je fais du crochet, mais alors, je t'avoue que ça s'est passé vraiment derrière. Au tout début, j'ai sorti quelques patrons au crochet, notamment en été, j'ai fait des sacs en raffia. J'aime beaucoup. Après, pour moi, ça reste limité. Mes envies, en tout cas, de vêtements au crochet sont très limitées. Donc, je pratique beaucoup moins. Après, pas forcément, en fait, autour du fil. J'ai déjà fait de la broderie, j'ai déjà fait du tissage, mais pas au point d'avoir la passion derrière, tu vois, plus pour un moyen d'arriver à quelque chose que je voulais, par exemple broder un t-shirt ou voilà, mais c'était plus une envie passagère que réellement une activité que je pratique régulièrement. Et sinon, autour de la laine, si, j'aimerais bien m'initier à la teinture, plus la teinture végétale, parce que je suis assez impressionnée de tout ce que la nature peut nous apporter, et certains végétaux qui peuvent faire des couleurs totalement impressionnantes. Donc ça m'intéresserait plus, mais pas forcément pour la laine en elle-même, mais vraiment le côté apprentissage des couleurs et de tout ce qu'on peut faire avec ce qu'on a sous la main, en fait. Oui, avec l'utilisation de certaines plantes, c'était dans une fiche que j'ai rédigée avec un triconaute qui m'avait proposé de l'aide pour une radio que je voulais axer sur la teinture. Il m'a proposé de faire une fiche avec des recommandations donc sur l'utilisation de différents végétaux, fruits, racines, etc., feuilles. Et j'ai été très étonnée d'apprendre, par exemple, que certains végétaux pouvaient faire une couleur à laquelle on ne s'attendait pas du tout. Oui, ouais. D'accord, ok, c'est intéressant. Tu pourras me dire où est-ce que je peux la retrouver? Enfin, je sais pas si tu l'as publiée, remarque. Si, alors, c'est pas une radio destinée 100% à la teinture, mais à l'intérieur, avec Matou, on a donné accès à la fiche technique teinture et je te l'enverrai après si tu veux. Super. Ouais, bah oui, c'est toujours intéressant. Donc voilà, tu vois ça. Après, oui, ça pourrait m'amuser de faire quelques designs avec de la laine que j'aurais teinte, mais c'est pas forcément une volonté de développer. Enfin, en tout cas, pas pour le moment. Peut-être plus tard, j'en sais rien. Mais ouais, non, autour du fil, pas plus d'idées que ça. Après, t'auras tout ce qui est créatif de manière générale peut m'attirer, mais pas forcément autour du fil. Voilà. Ok, d'accord. Donc autre que fil peut-être. Ouais. Là, j'ai vu forcément avant de parler avec toi, je suis allée jeter un œil sur le Ravelry et sur ton Ravelry et j'ai vu qu'il y avait forcément énormément de projets, donc beaucoup de j'ai vu que tes designs et je me suis dit parmi toutes ces pièces, j'aimerais bien savoir moi laquelle te rend la plus fière. Quel est le projet qui te rend la plus fière? Quel est ton plus beau projet?
Bah, je te dirais Popeye en fait, parce que justement c'était grosso vers l'inconnu. Et le fait d'avoir réussi à grader pour toutes les tailles pour hommes, ça me rend assez fière, ouais. Je pense que c'est celui dont je suis le plus fière, pas forcément le plus technique, mais du coup assez fière d'avoir réussi à sortir de ma zone de confort en fait. Oui. D'accord, je comprends. Et forcément, je vais te demander le pendant. Quel est le projet que tu considères comme un raté, par exemple? Pas forcément parmi tes designs, mais un projet peut-être que tu as tricoté et que tu considères comme un raté. Euh, Pas facile, c'est parce que en fait, si tu veux, à chaque fois que j'aime pas un design que j'ai pu faire, je le change complètement. Donc, Oui, je m'en doutais. donc il y a eu un raté à un moment donné, mais du coup, il a changé. Donc, j'ai pas forcément de raté dans mes designs. Enfin, en tout cas, pas que je considère raté. L'idée de départ était ratée, mais l'idée finale, je pense que ça va. Sur un projet sur tes aiguilles, tout simplement? Ouais, bah. Là, le prochain, là, le cardigan manche courte là, que je vais sortir, je t'avoue qu'il m'a vraiment fait perdre beaucoup, beaucoup de temps, au-delà de la gradation. Une fois que je l'ai tricoté, en fait, j'étais partie sur une idée avec donc une construction, comme je te disais, que j'avais jamais faite sans couture, avec une manche montée, même sans relevé de mailles. Tu fais vraiment tout en un. Et j'étais partie de l'idée donc de ça, donc une construction comme ça avec du jersey, et je voulais faire une encolure avec de la dentelle. Parce que je trouvais ça sympa pour le printemps, pour mettre au-dessus d'une robe manche courte ou à bretelles. Et alors, une catastrophe. J'ai j'ai dû refaire X fois, j'ai changé les points de dentelle, etc. Mais rien qui me convenait et que je trouvais joli. J'ai complètement changé d'idée. Donc, l'emmanchure, tout ça, toute la gradation, j'ai pu la conserver. Mais C'est le déjà ça. cardigan ne ressemble pas du tout à ce que j'avais prévu au départ. Hmm. Donc l'espèce de gribouillage que j'ai fait au tout début pour avoir l'idée ne ressemble pas du tout au cardigan qui sort là maintenant, que j'aime beaucoup aussi. Mais donc tu vois, voilà, je dirais que ouais, là, le seul raté qui me vient à l'esprit, c'est celui-là, parce que l'idée me plaisait vraiment beaucoup. Et rien, j'ai rien trouvé. Bon, pas faute d'avoir essayé, mais j'ai rien trouvé pour pouvoir comment matérialiser l'idée que j'avais de départ. Ouais, je comprends. C'est vrai que pour le coup, là, moi, je préfère créer mes pièces en morceaux, justement pour je trouve qu'il y a plus de liberté par rapport Oui, tu as raison. à ces éléments-là, parce que le tricot circulaire, c'est certes extrêmement pratique, c'est certes extrêmement tendance, etc. Mais je trouve qu'on a un tout petit peu moins quand même Ouais. de liberté de création. Et moi, j'aime bien quand je gribouille quelque chose, j'aime bien avoir quelque chose qui ressemble à ce que j'ai gribouillé. Donc, Ouais, c'est vrai que pour le coup, je préfère la facilité et moi, j'aime bien monter en morceaux. et coudre. Moi, ça me dérange pas non plus. Après, oui, ouais, je te comprends parce que là, typiquement, je pense que si j'avais fait en morceaux, ça aurait pu fonctionner. Mais j'avais vraiment envie de ce côté sans couture. Alors, je pense que c'est plus une question de prouesse technique pour moi, entre guillemets, hein, prouesse technique. Plus un challenge, voilà. C'est plus un challenge pour moi de réussir à faire des patrons où t'as pas de couture, même pas de maille à relever. Mais et après, je te comprends totalement aussi, parce qu'effectivement, il y a des tas de points. Je pense par exemple, tu vois, le bottom-up, ça plaît beaucoup moins. Et par contre, il y a des fois, si tu veux vraiment faire sans couture, tu es obligé de faire du bottom-up parce que tu as certains points, dans l'autre sens, ça ressemble à rien. Oui. Dans un sens, c'est très joli, mais dans l'autre sens, ça ressemble à rien du tout. Donc si tu veux vraiment avoir ce point-là, tu es obligé de le faire en bottom-up. Donc voilà, et donc là, bah, pour revenir sur ce cardigan, la bordure devait être une bordure en dentelle, festonnée, mais festonnée, le problème du feston, quand tu as un point, c'est que le feston, il se trouve sur le bas, donc tu es obligé de le faire en bottom-up. Et, et bref, et donc du coup, ça fonctionnait pas. Ça fonctionnait pas pour rattacher sur mon cardigan, ou alors j'aurais dû faire une couture, mais j'appelle ça la technique à la fil d'art, mais c'est sûrement pas leur technique à eux. Et je sais pas si tu as déjà fait beaucoup de modèles fil d'art, mais donc du coup, moi, quand j'étais ado, il y avait que ça. Et donc, ils font leur encolure, ils les tricotent à part. Et ils les cousent. En fait, ils font l'encolure, par exemple, en côte 1-1.
il tricote en jersey après, et puis donc du coup tu dois tu dois repasser cette bordure en jersey, la défaire doucement, et ensuite prendre une aiguille à laine et coudre les quelques mailles là que tu as. Bref, donc du coup j'appelle ça la technique à la fil d'art, que je trouve pas forcément évidente pour tout le monde, pour une débutante. Donc tu vois, voilà, j'essaye toujours de faire mes patrons en essayant de le rendre le plus accessible possible pour que vraiment, même si tu es débutante et que tu es motivée, tu puisses le faire. Je pense savoir pourquoi ils font ça, parce qu'il y a quelque temps, j'ai fait une radio où je posais une question qui, moi, me perturbait beaucoup. Je reçois énormément de questions sur le relevage de mailles, justement. Ouais. Et j'ai vraiment l'impression que c'est une grosse, grosse problématique. Et j'ai demandé en fait pourquoi c'était si compliqué le relevage de mailles. Parce que pour moi, j'ai très vite en fait enchaîné, j'ai commencé aussi sur des fils d'art. Et quand je voyais ça, je disais, mais c'est complètement débile, je vais relever mes mailles et ça sera beaucoup plus simple. Ouais. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai toujours fait. Et pourtant, dans mes patrons aujourd'hui, je fais justement cette technique à la fil d'art, comme tu le dis, où je propose la version du col tricoté à part et cousu après. Parce que en fait, il y a beaucoup de triconautes qui me disent qu'elles n'arrivent pas à relever les mailles, qu'elles ne savent pas comment faire, que ça rend pas bien, etc. Donc c'est pour ça que je propose toujours cette position du à la fil d'art, comme tu dis, en me disant, comme ça, au moins, même une triconaute qui n'arrive pas à relever les mailles, elle pourra faire son col tranquillement. Et s'il y en a une qui veut relever les mailles, elle prendra la liberté. Elle savent qu'elle peut le faire sur mes patrons. Elle prendra la liberté et elle relèvera les mailles comme elle le souhaite. D'accord, ok. Bah, c'est bien en fait que tu aies posé la question, parce que je t'avoue que je me suis jamais demandé si des personnes avaient du mal à relever les mailles. J'ai jamais trop eu de questions. J'ai souvent des questions sur certains modèles, parce que et c'est bien d'ailleurs, hein, vous pouvez m'envoyer des questions avec plaisir pour de l'aide sur mes modèles, mais j'ai jamais eu la problématique pour les mailles relevées, tu vois. Ah non, non, vraiment, c'est vrai que ça revient souvent, en fait. Et D'accord. j'en ai parlé là durant la dernière radio tricot, j'en ai parlé, j'ai dit, mais faut que vous me disiez pourquoi ça passe pas les mailles relevées. Et donc du coup, j'en ai profité, on a revu ensemble du coup les différentes techniques, etc. Il y en a qui ont découvert la technique parce qu'elles ne savaient pas ce que c'était, et d'autres qui ont expliqué qu'en fait les mailles relevées, ça passait pas parce que voilà, c'était Oui, trop, ça s'explique pas. Ok. ça passait pas. D'accord, bon. Mais c'est pas une mauvaise idée, pourquoi pas mettre deux options dans les patrons. En soi, ça change pas grand-chose pour l'encolure. Bien, alors on va aller doucement sur la fin. Ouais. Pour les deux questions de fin, je vais te poser les traditionnelles. Est-ce que tu aurais une petite astuce à donner aux triconautes qui nous écoutent? Bah écoute, j'étais justement en train de penser quand on parlait d'encolure. Je suis en test en ce moment sur un pull qui va sortir là dans quelques jours. C'est la version pull de Caqueta. Et donc du coup, il se fait de haut en bas, et l'encolure est commencée immédiatement, elle n'est pas relevée. Et justement, il y a eu des problématiques en fait avec des encolures un peu plus larges que ce qui était prévu, parce que je pense aussi ça doit dépendre des aiguilles que tu utilises, et donc du coup du câble potentiellement que tu utilises qui est peut-être un peu trop grand, et donc du coup elles sont, ou alors c'est le blocage qui a étendu l'encolure, ça c'est tout à fait possible. Et donc du coup je leur donnais à celles qui avaient la problématique la petite astuce que j'ai. Quand j'ai des côtes qui se détendent, je prends, il y a des bobines de fil élastique qui existent en couture pour faire des smokes ou des choses comme ça. Et donc du coup je prends un fil élastique comme ça, et je prends avec une aiguille à laine, et je passe à l'intérieur, donc côté envers, un fil dans les côtes. Donc je sais pas comment... qui fait tout le tour en fait du poignet ou du col à l'intérieur, pour resserrer les côtes et qu'elles aient toujours cette élasticité. Et donc du coup tu te retrouves avec de nouveau avec une encolure normale, comme quand tu l'as tricoté, ou un poignet normal et plus détendu. Voilà. Ok, d'accord. Ben, merci pour l'astuce. Et enfin, est-ce que tu aurais 3 livres, podcasts ou blogs à nous recommander?
Alors, podcast, pas forcément. En fait, je regarde pas trop. J'en vois passer de temps en temps. Il y a celui de Liz Taylor. J'aime bien parce qu'il y a un peu couture et j'aime bien voir un peu les patrons, même si je n'ai aucun temps de coudre. Mais j'aime bien celui de Liz Taylor. Après, je n'ai pas vraiment une grande expérience sur le podcast pour t'en donner 3. Et puis après Liz Taylor, voilà, que ça soit son blog ou les livres qu'elle a fait pour le tricot, je pense que c'est un peu une référence. En tout cas, c'est un endroit où les personnes qui sont débutantes ou même celles qui cherchent d'autres informations peuvent en trouver. Après, je suis plus tuto sur YouTube. J'essaye toujours de chercher des tutos sur YouTube pour mettre dans mes patrons, pour illustrer les techniques. Et tu as Knit Spirit qui fait des très bons tutos en français, malgré son nom. Et voilà. Après, en livre, comme je le disais tout à l'heure, tu as des livres, mais alors malheureusement, ils sont en anglais pour la plupart, de construction, pour celles à qui ça intéresserait de regarder un peu comment on peut construire un pull et le grader. Donc, tu as Barbara Waker qui... attends, non, je sais plus. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, Barbara Waker qui a fait des bouquins sur le tricot. Alors, tu as de la construction et puis tu as des bibles de points qui sont très utilisées, à mon avis, par aussi mes collègues designers. Et donc, tu en as un qui s'appelle Knitting from the Top. Et donc, du coup, c'est toutes les constructions de pulls top-down. Donc, du haut vers le bas. Et donc, elle t'explique vraiment comment tu peux grader... Enfin, oui, si, grader. Elle t'explique comment grader. Alors après, tu n'as pas les mensurations pour chaque taille, mais elle t'explique comment grader. Et en tout cas, pour moi, c'est un peu une bible pour moi qui aime bien vraiment des tas de constructions différentes. Je crois qu'elle a aussi beaucoup de points aussi. Ouais. Et donc, tu as 4 tomes de points que j'ai aussi. Et donc, elle recycle... elle a fait une sorte d'encyclopédie de points sur 4 tomes où tu as des points de dentelle, tu as de la mosaïque que j'ai jamais testé. J'aimerais bien essayer de trouver une idée autour de ça. Et puis, tu as aussi... Non, je crois pas qu'il y ait de jacquard. Non, tu as des points texturisés, tu as de la torsade, tu as de la dentelle, tu as de la mosaïque dans ces bibles-là. Ouais. Enfin, c'est des bouquins très complets et très intéressants. Ok, merci beaucoup pour les recommandations. Bon, eh bien écoute, Caroline, j'ai passé un super moment. Merci beaucoup. Moi aussi. Merci à toi. Très agréable de parler avec des passionnés également de tricot. À bientôt. À bientôt, salut. Salut. Voilà, le café tricot est terminé. Si tu as aimé le concept, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à me le signaler par un pouce bleu et un commentaire sous la vidéo. D'ailleurs, si tu as envie de voir passer une personne en particulier dans le café tricot, n'hésite pas à la proposer. À bientôt!